Victor Pérez, surnommé Young Pérez, naît le 18 octobre 1911 à Tunis, en Tunisie. Issu d'une modeste famille juive et grandit aux côtés de 5 frères et sœurs. Il se passionne assez tôt pour la boxe, un sport alors très populaire dans la Tunisie coloniale. Sous la coupe de son entraîneur Joe Gaze, il commence à fréquenter les rings tunisiens. Son talent l'amène à Paris dans les années 1920. Il s'illustre immédiatement le 4 février 1928 lors de son premier match professionnel à l'âge de 17 ans. La carrière de Young Pérez est lancée. En 1931, à tout juste 20 ans, il est à son paroxysme. Il devient champion de France des poids mouches en juin en battant Valentin Angelman. Puis le 26 octobre 1931, il devient champion du monde de cette catégorie en battant l'une de ses idoles, l'américain Frankie Gennaro. Devant 16 000 spectateurs au Palais des Sports de Paris, il bat ce dernier par KO au terme du deuxième round après 5 minutes de combat. Toute la presse salue son exploit. Il est accueilli en héros dans sa Tunisie natale. Adulé, invité dans les plus belles sphères de la capitale, il devient l'amant de l'actrice Mireille Balin. Et la gloire de Pérez est éphémère. En 1932, il perd son titre de champion, date qui marque la fin de la vie facile qu'il menait jusque-là. En 1939, lorsque la guerre est déclarée, Young Pérez n'est plus qu'un boxeur de seconde zone. En 1943, la milice l'arrête et l'interne à Drancy. Déporté à Auschwitz, il continue à pratiquer la boxe, souvent contre des officiers allemands. Le 18 janvier 1945, il est abattu lors d'une des marches de la mort qui suivent l'évacuation des camps d'extermination. Son meurtrier serait l'un des officiers SS que Young avait battu sur un ring d'Auschwitz quelques mois auparavant. Au total, Victor Young Pérez comptabilise 91 victoires, dont 27 par KO sur 136 combats. Il détient encore aujourd'hui le titre du plus jeune champion du monde de sa catégorie. J'ai rencontré Steve Suissa, il a joué dans le film Victor Young Pérez de Jacques Wanisch, un rôle qui l'a profondément marqué. Regardez. Steve Suissa, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous entendu parler de Young Pérez la première fois? Young Pérez, je crois que c'est mon grand-père qui habitait à Tunis, à quelques maisons de chez lui. Et j'avais déjà, avant de me mettre au travail sur ce sujet, entendu parler par fragments de cette légende qu'est Young Pérez. Et c'est un peu une légende oubliée, comme beaucoup de destins, assez extraordinaire. Et quand j'ai eu la chance à un moment de me rapprocher davantage du parcours et de la destinée de Young Pérez, j'ai été complètement fasciné. Je pense que je me suis rarement senti autant en connexion avec quelqu'un. Je me suis rarement senti autant en empathie avec des façons de faire. Et comme j'avais partagé la boxe comme passion, à un moindre niveau, ça c'est sûr, et qu'au bout de quelques recherches, j'ai vu que son dernier combat était le jour de mon anniversaire. Ça fait beaucoup de points communs quand même. Voilà, c'était un destin que je devais approfondir, que je devais connaître. Et cette rencontre alors avec Jacques Wanisch qui vous propose le rôle de Benjamin, vous vous en souvenez? Très bien, puisque pendant 3 ans j'ai travaillé sur un scénario et je devais moi-même en faire un film. Et le film s'est pas fait. Et donc, la mort dans l'âme, j'avais entre guillemets abandonné ce projet où j'avais eu des milliers de photos, où j'avais fait refaire sa pierre tombale à Tunis au cimetière, où j'avais fait des recherches, j'avais retrouvé son neveu Sidney Pérez avec lequel j'avais discuté, déjeuné, chez lequel j'avais pris des archives. Donc quand tout d'un coup Nelly Kavsky, la productrice du film, Laure Wanisch, la décoratrice du film, qui est devenue après la femme de Jacques Wanisch, m'a demandé de passer des essais pour Benjamin Pérez. Au début, ça m'a troublé. Je me suis dit, je devais en faire le film. Et après, je me suis dit, si c'est une façon d'accompagner ce destin, alors je vais faire du mieux que je peux. Et je suis allé passer ces essais avec Brahim Asloum, qui a donc incarné Victor Young Pérez. Oui, parce que l'histoire de Young Pérez, finalement, c'est l'histoire de ce jeune qui vient de Tunis, qui arrive à Paris, et on le retrouve sur les rings les plus prestigieux du monde.
C'est l'histoire d'un rêve finalement. C'est l'histoire d'une fulgurance. C'est l'histoire d'un garçon qui naît à la Rafsia, le quartier le plus pourri de Tunis, comme si on dirait c'est un enfant de trappe. Et tout d'un coup, il arrive là pour faire attention justement à son grand frère. Et tout d'un coup, il se dit je vais faire l'impossible. Je vais faire l'impossible. Donc je vais devenir champion du monde de boxe. Parce que mon frère n'a pas les capacités de devenir boxeur, je vais le dépasser d'abord pour qu'il reste là et pour devenir le héros de ma famille, de mon peuple. Et là, c'est très fort. Faut que tu tombes tout de suite, Victor. Ils s'organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu tombes pas tout de suite, t'es mort, Victor. Ici, c'est une maison de prestige. Tu baisses la tête, tu sers les clients. C'est lui qui a commencé. C'est toujours la même chose avec vous les melons, hein. Toujours à vous plaindre. Je suis peut-être un melon, mais je suis aussi un youpin. Eh bien, trop posé, c'est le match, Thomas. J'arrêterai quand je serai mort. Le champion du monde, Vous vous souvenez de moi? C'est pourquoi t'es ici? Parce que t'as pas oublié d'où tu viens. Dire cette fille, elle est pas pour nous. Pas pour nous. T'as oublié que t'es boxeur ou quoi? 54. Non mais c'est pas vrai. Faut qu'il perde 4 kilos en quelques jours, hein. Victor, je peux vraiment pas te laisser rentrer. Qu'est-ce qu'il y a, c'est à cause de mes fringues? Je pensais pas tirer jusque-là. Hein? Je suis Victor Pérez au 36 combats. Combat 7 par carreau. C'était le 13 de News. Le miracle, c'est de vivre. Une minute. Une heure. Alors on va parler justement de cette arrivée à Paris. 5 minutes sur le ring et à 20 ans, c'est la gloire. Comment il la gère cette gloire? Il la gère comme un enfant qui a la peur du manque. Il la gère comme un petit juif tunisien où tout arrive et il ne sait pas comment le prendre. Il la gère comme quelqu'un qui veut se comporter comme un seigneur. L'argent finalement n'a aucune importance. Peugeot lui fait un contrat, il a une Peugeot décapotable, le week-end il va à Deauville, elle rêve d'habiter au bord de la Marne, il achète la plus belle maison de 18 pièces, il en fait un palais, les gens qui sont autour de lui, son entraîneur Léon Bélière. Alors là, c'est voilà, il le gave de cadeaux, son frère pareil, tous ses amis de Tunis, ils vont manger partout, chez Chartier, là, partout, c'est des tablés à n'en plus finir, et voilà, et alors qu'il fait 30 degrés à Tunis, il envoie des manteaux de vison à sa mère. Ouais. Voilà, donc c'est enfantin, à la fois c'est hyper mature. Oui, mais très dangereux. Mais très et d'ailleurs, dangereux. ce frère Benjamin, Oui. il est là pour veiller sur lui. Ouais, c'est très très émouvant pour moi de parler de ce destin-là parce que je trouve que il est la réconciliation des peuples, il est l'espoir en fait. Il a tenté dans tous les espoirs de mettre jusqu'à la fin de ses jours, ça part en Tunisie, ça finit sur la marche de la mort et jamais il va se soumettre. C'est-à-dire que depuis le départ, il est destiné à longer le mur avec une auréole sur la tête où il va prendre des coups et toute sa vie, il va mettre des coups pour se défendre et il va jamais baisser la garde. Bah alors, il croit quand même en France que rien ne va pouvoir lui arriver. Il croit qu'il est en sécurité. C'était aussi le cas de ces Juifs qui habitent en France et qui n'ont jamais voulu bouger. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas fuir. Ils ne voulaient pas partir parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir perdu. Ils ne voulaient pas partir parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir abandonné quelque chose. Alors, il est arrêté en septembre 1943. Il est donc embarqué à Drancy et puis il est ensuite déporté à Auschwitz. Que s'est-il passé? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il a été dénoncé. Il a été dénoncé, ça c'est certain. Donc il se
retrouve dans les camps. Quand il est arrivé dans les camps, il est arrivé encore en héros. C'est-à-dire qu'il arrive et dès qu'il y a quelqu'un qui bougeait la petite cuillère dans la cantine, il pensait que c'était la sonnette du round. Et il se retournait, il se mettait en garde. Oui. Et à un moment, il disait ok, il est allé voir un général allemand et il dit je veux faire des matchs. Oui. Et je veux boxer. Comment ça, vous voulez boxer? Je veux boxer avec des Allemands. Je veux boxer avec des Allemands de 100, de 120 kilos, ce que vous voulez. Il était comme ça. Hein. Et il voulait boxer et il demandait que si il avait gagné un round ou il avait gagné une partie du match, qu'on puisse lui donner des sacs de croûtons de pain qu'il pourrait redistribuer. Face à lui, Kurtz, qui fait 20 cm de plus, 20 kg de plus, et donc un Allemand, un soldat allemand. Alors vous, son frère, hein, dans le film, vous lui déconseillez de lui tenir tête, vous lui demandez d'abandonner, mais lui, il va tenir pendant 15 rounds et il va toujours se relever. C'est juste impossible. Mais de toute façon, il a fait l'impossible. Il a fait l'impossible. Il se sauve un soir de chez lui, il monte dans un train, il arrive à Paris, il partage la chance de bonne de son frère à quelques pas d'ici. Il devient boxeur alors que rien ne prédispose à ça, ni sa taille, ni sa condition. Il devient champion du monde, il continue à se battre, il a un rythme de vie que personne ne peut suivre, il perd son titre de champion du monde, il reste là, il y a la nuit de cristal, il continue à rester là, il se fait attraper, il continue à boxer jusqu'à son dernier souffle. C'est l'impossible. C'est impensable que l'histoire de Victor Young Pérez ne soit pas plus connue que ça. Ça nous fait comprendre que au moment les plus tragiques et les plus douloureux et les plus difficiles de l'histoire, on a ces gens-là qui ont tout d'un coup une auréole au-dessus de la tête où ils ont un rêve, ils décident de ne pas l'abandonner et de s'y tenir comme si c'était leur nourriture la plus profonde. Je trouve ça fondamentalement important et nécessaire de remettre ces destins en lumière. Voilà, je pense que c'est le minimum.